Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous autour de quelques évolutions du monde de la qualité qui, contrairement à ce que certains croient, n'est pas du tout immobile, au contraire, et ne cesse d'évoluer. Alors peut-être avant de nous tourner vers l'avenir, un petit rappel, si besoin, sur ce qu'est France Qualité, le réseau dans son ensemble. C'est la communauté des professionnels, alors bien sûr de la qualité, mais aussi des démarches de progrès et de maîtrise des risques, l'organisation représentative sous statut associatif. Nous réunissons 8000 adhérents, organisons 300 événements par an pour donner quelques chiffres, tout cela sur 11 territoires, 11 régions de notre beau pays. Quant aux missions, on peut les résumer de manière très simple. Il s'agit de consolider le partage de bonnes pratiques, de réaliser un développement de produits, d'actions de promotion, de conforter l'évolution de l'état de l'art et évidemment de représenter la communauté des professionnels. Quelles sont les grandes tendances qu'on constate aujourd'hui au gré de l'ensemble des remontées, des analyses, au niveau de la fonction qualité et même, pourrait-on dire, de la qualité au sens large en France? Et il y a des raisons de partager cela avec vous, puisque non seulement un mouvement très fort est engagé, mais en plus, il se trouve que tout récemment, là aussi dans le Grand Est, c'était à Reims, nous avons eu l'honneur d'organiser le Congrès européen international de la qualité, occasion évidemment privilégiée pour sentir un petit peu les différentes innovations, justement, c'était évoqué juste avant, et peut-être les préfigurations de tendances pour demain, après-demain. En tout cas, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Clairement, un regain d'intérêt pour la qualité. C'est vrai d'ailleurs dans la quasi-totalité des organismes. On parle toujours des ETI et des grands groupes, mais c'est de plus en plus vrai au sein des PME, PMI, qui d'ailleurs souvent dépendent de donneurs d'ordre pour leur propre activité. Alors ça s'explique par des besoins de poursuite de la bonification de la satisfaction client, ou de prévention et maîtrise des risques. En tout cas, la tendance est claire. On peut même citer un exemple peut-être plus inattendu que d'autres. Figurez-vous que les startups viennent beaucoup nous voir en ce moment, en général au bout d'1 an et demi, 2 ans d'activité, sur le thème, ah oui, comme toujours dans le monde des startups, on parle énormément de recherche de financement, de développement marketing, autour d'idées un peu originales. Et puis on s'aperçoit au bout d'un certain temps que sans une structuration réelle de l'organisation et des processus, l'entreprise commence à connaître des difficultés. Et on se réapproprie des méthodes et outils qualité assurant justement la restructuration. Autre tendance constatée en ce moment, vous devez l'apercevoir d'ailleurs les uns et les autres, c'est l'utilisation accrue du mot même qualité dans les publicités, dans les messages promotionnels et plus généralement en termes de positionnement des entreprises. Ça n'a l'air de rien, mais c'est toujours un signal très fort. Et puis, disons-le, c'est un autre phénomène visible, le renouvellement très important que connaît le domaine de la qualité. On a été conduit au sein de France Qualité à essayer de caractériser le mouvement autour d'un certain nombre d'adjectifs en disant la nouvelle qualité, elle est globale, pragmatique, innovante et participative. C'est vraiment, je crois, la tentative de synthèse qu'on peut partager aujourd'hui sur des évolutions de plus en plus fortes, avec effectivement une globalisation incluant d'autres domaines, avec un grand sens du pragmatisme, c'est ce que souhaitent les entrepreneurs, avec aussi de l'innovation, pas la peine d'insister là-dessus après la présentation précédente, et une tendance à l'approche participative. Un exemple là aussi, jusqu'il y a peut-être 5-6 ans, l'approche Lean Six Sigma, qui, vous le savez, consiste à essayer d'optimiser la gestion de projets et des processus,
obéissait à une logique très top-down. Et puis, ça a été assez critiqué, disons-le, hein, soyons transparents. Il y a eu des remises en cause. Aujourd'hui, l'approche Lean Six Sigma, elle part plutôt du terrain, c'est-à-dire qu'on interroge d'abord les opérateurs de terrain sur ce qu'il faut faire, parce qu'ils connaissent mieux que personne l'activité, et on est plutôt sur du bottom-up. Voilà typiquement un signe, mais il y en aurait beaucoup d'autres, qui montre à quel point le domaine se renouvelle en ce moment. Et puis, alors j'ai particulièrement plaisir à le dire devant des étudiants, il y a une croissance de l'emploi. Non, mais ça a l'air de rien, mais ce n'est pas forcément vrai dans toutes les filières, hélas. Des recrutements interviennent déjà sur un rythme très soutenu, s'annoncent encore plus nombreux dans les prochaines années. Alors c'est un double effet hein, qui l'explique, à la fois ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire un mouvement de regain d'intérêt autour de la qualité, et puis, disons-le gentiment, un petit effet pyramide des âges. Enfin, toujours est-il qu'il y a des opportunités extrêmement nombreuses. Un dernier élément que j'aimerais mentionner, parce que ça aussi c'est toujours très symptomatique, c'est la montée croissante des retombées dans les médias autour de la qualité et l'intérêt croissant des pouvoirs publics et des institutionnels. Ce n'était pas aussi marqué, en particulier avant la période Covid-19. Encore une illustration, avec le MEDEF, nous avons pu faire acter le fait que dans les cahiers des charges permettant l'attribution des subventions aux entreprises au titre du plan de relance figurerait non seulement le critère transition écologique, celui-là s'imposait de lui-même, mais aussi un autre critère, l'amélioration continue des performances. À partir de là, comment peut-on essayer de cerner les enjeux de la qualité de demain? J'en vois 5. Le premier, c'est un enjeu d'intégration des démarches. Précisément parce que les entreprises vont de plus en plus vers une recherche d'amélioration continue des performances au service de l'ensemble des parties prenantes. L'ensemble des parties prenantes. Ça change la donne, évidemment. On parle toujours des clients, ça va de soi. On parle aussi des fournisseurs, des collectivités territoriales, des associations de riverains, de citoyens, des actionnaires. Autrement dit, il y a une évolution très forte qui vise à ouvrir le champ des possibles et à viser véritablement l'amélioration continue au service de toutes les parties prenantes. Alors ça se traduit par quoi? Typiquement par le fait que le périmètre même de la qualité s'élargit. D'ailleurs, sauf erreur, l'intervenant précédent était responsable QSE, si je ne me trompe. Typiquement, dans les entreprises, il y a un lien de plus en plus fort entre l'hygiène, par exemple, la santé-sécurité au travail, l'environnement, on pourrait dire la maîtrise des risques au sens large, et au fond, la qualité devient un peu le pivot des différentes démarches de progrès et de prévention. Je suis très frappé par le fait qu'en ce moment, beaucoup de responsables qualité se voient chargés de la cybersécurité. Alors ça peut vous paraître étonnant, c'est pas forcément pour devenir des spécialistes de la technologie informatique associée à la cybersécurité. C'est simplement parce que le risque cyber est de plus en plus présent et que l'enjeu, pour le coup, c'est de le maîtriser au sein même des processus de l'entreprise. Et que dire d'une extension naissante, mais de plus en plus forte, c'est celle qui lie la qualité et la RSE. Et là, il y a des synergies à la clé, évidemment. Et dès l'instant où on parle de RSE, justement, on se tourne vers les parties prenantes. Et là, les méthodes et les outils qualité peuvent permettre de structurer la démarche à nouveau. Bien entendu, les vocations traditionnelles, entre guillemets, gestion des processus, satisfaction client, assurance qualité, tout cela demeure.
N'empêche que on sent une attraction très très forte vers un élargissement du périmètre de la fonction. Quand on regarde les enquêtes faites, et notamment celle de référence réalisée par le cabinet Pix4, c'est la plus importante réalisée à l'échelle francophone, plus de 700 répondants pour la dernière version. C'est une étude qui est réalisée tous les 2 ans. Le pourcentage d'entreprises qui disent dans notre organisation, le leader, en l'occurrence qualité, il est chargé de plus en plus de ces différents domaines, c'est même pas qu'il augmente, il fait des bonds littéralement d'une version à l'autre. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter, en particulier du fait des synergies entre la qualité et la RSE. Autrement dit, ce que je suis en train d'évoquer avec vous, c'est le fait que les organisations elles-mêmes vont devenir de plus en plus intégrées et statistiquement, ce n'est pas une déclaration de circonstance, ça se fait plutôt sous l'égide du leader qualité. Il y a encore 4-5 ans, quand la RSE était gérée de manière autonome dans beaucoup d'entreprises, c'était plutôt une direction développement durable, voire le cabinet du président qui s'en occupait. Et puis aujourd'hui, mais tout simplement parce qu'il y a des besoins de rapprochement d'un processus à l'autre et d'une démarche à l'autre, on voit que dans une proportion croissante des situations, c'est le leader qualité qui est conduit à s'intéresser à ce sujet. Deuxième grand enjeu, c'est celui de crédibilité des résultats. Je parle bien des résultats. Au fond, c'est la perception de l'apport de valeur ajoutée de la fonction qualité. Alors pourquoi parle-t-on de cette dimension-là aujourd'hui? Tout simplement parce que ça n'aura échappé à personne dans la salle, l'économie est particulièrement prégnante, voire de plus en plus. Et j'ai entendu, comme vous sans doute, pendant longtemps, un certain nombre de personnes dire « Ah ben oui, mais la qualité, ça coûte ». En fait, c'est quelque chose qu'on entend de moins en moins, tout simplement parce que, peu à peu, les différents acteurs économiques et sociaux réalisent que, en fait, la qualité s'assimile plutôt à un investissement. Autrement dit, quand vous faites une sorte de cartographie de la situation au niveau d'une phase initiale de réflexion sur l'évolution d'un organisme public ou privé, très vite, vous êtes frappé, en général, par l'ampleur des coûts de non-qualité. Mais de non-qualité. C'est-à-dire que la première nécessité, quand on lance une démarche de ce type, c'est de réduire les coûts de non-qualité. Et là, l'investissement prend sens. Autrement dit encore, un investissement qualité, ça doit permettre dans la durée de dégager des résultats économiques. Je dis bien économiques. Sauf que il faut s'attacher à le prouver et à le mesurer. C'est toujours un challenge quand, par exemple, on se lance dans une démarche d'amélioration de l'ordonnancement des postes de travail, 5S, ou d'autres, et on fait une photographie au départ, et puis une nouvelle à l'arrivée. Ah oui, mais non, ça c'est la version idéale. Parfois, on a oublié de faire la photographie au départ. Donc évidemment, c'est compliqué de mesurer l'écart une fois la démarche terminée. C'est très important d'avoir un réflexe économique dès l'instant où on se situe dans ce domaine. Et pour le coup, les démarches Lean Six Sigma peuvent aider parce que justement, elles permettent d'identifier des tâches sans grande valeur ajoutée peut-être, et donc d'optimiser les processus. En fait, plus globalement, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que demain, après-demain, et là aussi, on voit la tendance dans les études successives se confirmer, la qualité va être un vecteur d'accompagnement
des actions, des projets de transformation. Et c'est particulièrement vrai, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement, dans les ETI, par exemple, les structures de production, où là, il y a vraiment des enjeux de transformation qui sont très, très forts et qui nécessitent une méthodologie, qui nécessitent un travail fouillé au quotidien. C'est frappant aussi quand on travaille avec des hôpitaux. Il y a beaucoup d'hôpitaux adhérents du réseau France Qualité, et on se rend compte avec eux que finalement, ils ont vite à traiter des problématiques de transformation s'appuyant sur la qualité. Par exemple, comment améliorer le parcours patient? Je vous promets que ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire l'équivalent du parcours client dans une entreprise de service classique. Comment on fait pour simplifier les interfaces de processus entre la partie purement médicale, la pharmacie, la logistique, les ambulanciers? On parle de quoi là? On parle d'interface de process. Donc typiquement, transformer un certain nombre d'organismes publics ou privés aujourd'hui de façon naturelle, et je pense que ça sera de plus en plus le cas demain après-demain, ça passe par le déploiement d'actions qualité. Autre perspective qu'on sent poindre, le lien avec la stratégie. Il est loin le temps où parfois la communication, direction, responsable qualité était perfectible. On n'en est plus là du tout. On en est au contraire au stade où la qualité sert en termes d'assises à la stratégie elle-même. Pourquoi? Parce que on a les uns et les autres un peu d'expérience ou de feeling là-dessus. Comment ça se construit une stratégie et comment ça se suit dans la durée? Justement, il faut commencer par écouter les différentes parties prenantes, fixer un certain nombre d'objectifs. Ça, on sait le faire avec des outils qualité. Il faut ensuite décliner les buts à atteindre au niveau des départements ou des processus. C'est faire aussi. Et dans la durée, pour le coup, il faut s'assurer de la mesure des résultats et décidément de la recherche d'amélioration continue. En clair, qu'on parle de l'amont ou de l'aval, la qualité est un support naturel. Un troisième enjeu, si vous le voulez bien, c'est celui d'anticipation des évolutions. Alors c'est toujours difficile par définition, mais essayons quand même de cerner un peu le sujet. La digitalisation, l'intelligence artificielle sont en train de modifier de manière très significative un certain nombre de pratiques qualité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Par exemple, le fait que, avec la digitalisation et a fortiori l'IA, on gagne du temps sur, je vais égrener une petite liste, la gestion documentaire, les mesures de reporting, la construction et l'alimentation d'un tableau de bord, des opérations d'analyse, de synthèse. Pour tout cela, et on a vu quelques superbes exemples au Congrès de Reims, l'IA, mais la digitalisation déjà en tant que telle, permettent vraiment de franchir des pas importants. Du coup, la question devient, comment peut-on imaginer des modalités de réutilisation de ce temps? Parce qu'il y a du temps gagné, tant mieux, d'une certaine façon, mais à quoi peut-il servir? Et ça, c'est typiquement le vrai contenu du défi pour demain. Réutiliser ce temps-là, ça peut être, par exemple, développer encore davantage des relations clients personnalisées. On sent bien que c'est une attente qui remonte en ce moment. Ça peut être aussi améliorer la qualité et la maîtrise des datas. C'est essentiel, sur fond de cybersécurité d'ailleurs. Et puis, vous allez rire, c'est peut-être un peu étonnant d'évoquer ça dans le contexte, mais la place de l'humain, elle n'est pas destinée à être considérée comme moins importante, nous ne le pensons pas, et au contraire, c'est grâce à une réutilisation de temps gagné qu'on doit pouvoir en conforter la portée.
Un autre défi encore, c'est celui du développement des compétences. Je parle des membres de la fonction qualité, évidemment. En fait, démarre déjà et va s'amplifier au cours des prochaines années un certain nombre de travaux de professionnalisation des managers qualité du futur. Alors, oui, la fonction se caractérise par un côté porteur en termes d'emploi. Et c'est sans doute une bonne nouvelle, évidemment, pour les jeunes générations. Simplement, il faut voir aussi ce qu'implique l'ensemble des changements sur lesquels nous venons un peu de mettre l'accent. Les savoir-faire demeurent, évidemment. Il était question de certification tout à l'heure, d'audit. Il va de soi que tout le savoir-faire associé à un tel corpus reste d'actualité. Simplement, d'autres besoins plus ciblés apparaissent aussi. C'est plutôt la bonification des soft skills, comme on dit parfois, du savoir-être. On parle de quoi là? On parle de la capacité de fédération à l'intérieur d'un organisme public ou privé, de l'aptitude au conseil interne. C'est pas forcément si simple le conseil interne, hein. Savoir écouter un dirigeant et lui proposer la bonne méthode, le bon outil permettant de résoudre la problématique. Vous savez, quand on parle avec nos amis du MEDEF et du CPME, ils nous disent toujours, en fait, les entrepreneurs, ils sont en attente et en recherche de solutions. C'est toujours le mot qui revient. Bah, typiquement, une solution, ça passe souvent par la recommandation de méthodes ou d'outils. Qui plus est, en transverse. C'est l'autre caractéristique, évidemment, d'une approche qualité, c'est que on ne raisonne pas par rapport à des silos en vertical, on est bien dans une logique transverse qui traverse l'organisation. Et puis, le développement de compétences, il est forcément associé à des aspects technologiques. On a beaucoup parlé de l'IA. Je vais aborder le sujet sous un autre angle. La qualité s'avère de plus en plus associée à la stratégie. Très bien. Mais a-t-on les outils permettant de renforcer ce lien et surtout de faire en sorte qu'il produise des résultats? Quand j'interroge, et Pix4 l'a fait plus largement, les responsables qualité d'aujourd'hui, ils disent ah bah oui, bien sûr, on a le SWOT. Vous savez, le SWOT, c'est les 4 cadrans, force, faiblesse, menace, opportunité. C'est vrai que c'est utile quand on cherche à avoir une image globale. Mais enfin, il y a des outils d'analyse stratégique beaucoup plus puissants, beaucoup plus perfectionnés. On mesure via les différentes enquêtes qui sont encore peu connues. Et là aussi, il va falloir développer les compétences des personnes concernées. D'où le chantier que France Qualité s'attache à mener en ce moment et qui va être renforcé dans les années à venir, consistant à développer des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur. Christian parlait tout à l'heure de la feuille de route. Autant le dire là, l'axe numéro un de notre feuille de route stratégique pour les années 2025, 2026, 2027, que nous devons adopter demain, c'est pas une blague, demain, comporte un libellé très simple. Alors après, il y a une série d'actions prévues, mais le libellé de base, c'est effectivement mieux préparer, mieux accompagner les managers qualité du futur en fonction de tout ce qu'on vient de voir. Et ceci nécessite au plus haut point un renforcement des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur. Cinquième et dernier enjeu, c'est un enjeu d'appui de déploiement, en quelque sorte. Au fond, c'est l'utilisation des méthodes et outils de la nouvelle qualité en support d'un certain nombre de chantiers nationaux. C'est quoi un chantier national? Je vais en citer quelques-uns dont vous entendez parler forcément. La réindustrialisation,
qui renvoie à l'autonomie, à la souveraineté. C'est le développement de la chaîne agroalimentaire. C'est la valorisation des produits et des systèmes à l'exportation, puisque le principal déficit aujourd'hui en termes de résultats économiques de notre beau pays, c'est justement le décalage entre l'import et l'export, pour en citer beaucoup d'autres. Typiquement, la qualité peut, doit pouvoir soutenir une dynamique de déploiement de tous ces chantiers. Lancer un grand programme de réindustrialisation, comme ça s'annonce a priori dans la phase 2, sans une assise qualité, franchement, on n'y croit pas beaucoup. En tout cas, ça peut peut-être marcher dans un sprint, pas forcément au cours d'un marathon. Et pareil, développer, gagner des marchés à l'exportation, ça implique une capacité à valoriser les atouts des produits et des systèmes français. Et ça, pareil, on peut tout à fait l'appuyer sur à la fois une argumentation et une analyse, une méthodologie qualité. Au-delà, il y a un point qui reste structurant, et à nouveau, ça peut être un point d'appui pour le déploiement de démarches majeures, c'est l'identification d'un certain nombre de critères qui participent des cahiers des charges d'attribution de subventions. Parce qu'évidemment, c'est un puissant driver à partir du moment où vous dites à une entreprise, voilà, on pense à vous attribuer une subvention, une aide. Simplement, on voudrait savoir où vous en êtes de la consolidation de vos processus et du progrès permanent. Bien sûr, c'est un levier. Mais c'est un levier dans le bon sens, pas pour contraindre. On entend ça souvent. Ce n'est pas du tout le sujet. C'est un levier pour aller de l'avant et donc pouvoir gagner des marchés à l'international, y compris si on est une PME-PMI. Sauf que là, justement, il y a un besoin d'aide sans doute plus customisé, plus personnalisé, et nous y travaillons avec les conseillers du commerce extérieur. Un dernier sujet pour respecter la ponctualité à l'arrivée, c'est celui de la simplification des normes. Alors, ce n'est pas forcément un enjeu en tant que tel, mais c'est clair que ce sujet-là peut intervenir dans les discussions et les projets. Alors évidemment, nous connaissons tout particulièrement dans la fonction qualité l'importance des normes et l'effet positif des normes. Simplement, d'année en année, l'empilement des textes au niveau européen, français, régional, départemental, fait qu'on arrive parfois à un millefeuille qui peut-être mériterait d'être revisité. Et il n'y a pas de contradiction. Ce n'est pas parce qu'on cherche des simplifications sur un certain nombre de textes dans l'intérêt des entreprises que pour autant on met en cause la notion de norme elle-même. En tout cas, ça n'est pas notre position et ça n'est pas la recommandation que nous faisons au pouvoir public. Je m'arrête là, juste un dernier commentaire pour vous dire que le mouvement qualité tel qu'il apparaît aujourd'hui, il est incroyablement porteur